Professeur Pacifique Manirakisa, que signifie concrètement l'émission de mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant et le dirigeant militaire du Hamas Mohamed Deif? Bonjour, merci de l'invitation. Les mandats d'arrêt sont extrêmement importants pour la crise qu'on connaît au Moyen-Orient. Donc ici, on montre que le système judiciaire peut jouer un rôle dans l'apaisement de la situation. Donc c'est comme ça que je comprends, que j'interprète l'émission des mandats d'arrêt par la Cour pénale internationale. Professeur Manirakisa, quels sont en fait les crimes spécifiques qui sont reprochés aux deux dirigeants israéliens et au chef militaire du Hamas? Les crimes spécifiques qu'on reproche aux trois personnes qui sont visées par les mandats sont essentiellement les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et par crime de guerre, bien sûr, il faut entendre les attaques qui ont été menées contre la population civile à Gaza et dans les autres parties. Et aussi il y a aussi le fait d'affamer les populations civiles dans le cadre d'un conflit armé, ce qui est un crime de guerre. Par rapport aux autres incriminations comme les crimes contre l'humanité, c'est l'attaque du 7 octobre et peut être considéré comme un crime contre l'humanité. Quelle est la portée symbolique de ces mandats d'arrêt contre un allié de puissance occidentale? La portée est très grande. La portée symbolique de ces mandats est très grande, à ce sens que on montre que personne n'est vraiment au-dessus de la loi, comme on dit. Donc, tout le monde peut voir sa responsabilité engagée s'il a été impliqué dans la perpétration des crimes internationaux les plus graves, comme les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Quels obstacles la Cour pénale internationale pourrait rencontrer pour que ces mandats soient exécutés dans la pratique? D'abord, il faut dire que la CPI, contrairement aux autres systèmes de justice pénaux qu'on connaît comme les systèmes de justice pénale américains ou canadiens, la CPI n'a pas de police, n'a pas d'agent de police qui pourrait l'aider à exécuter les mandats d'arrêt qui ont été émis. Par voie de conséquence, elle va s'en tenir vraiment à la coopération étatique. Déjà, on sait que certains pays ne sont pas très enclins, ils ont même déjà indiqué qu'ils ne sont pas très enclins à arrêter Netanyahou ou le ministre de la Défense. Mais je pense que on va voir ce qui va se passer. Donc, le premier obstacle pour moi, c'est vraiment cette absence-là structurelle d'une institution qui pourrait aider la Cour dans l'exécution de ces mandats. Et deuxièmement, c'est l'autre obstacle, ça risque d'être vraiment l'absence de coopération de la part des États, même s'ils ont, surtout les États partis, même s'ils ont une obligation de coopérer. Et on a déjà de l'expérience parce que ce n'est pas la première fois que la CPI émet un mandat d'arrêt ou des mandats d'arrêt contre des personnalités si haut placées comme des chefs de gouvernement, des chefs d'État. Il y a l'exemple de l'ancien président, de l'ex-président du Soudan, à qui un mandat d'arrêt a été émis, mais il a été émis en 2009 et aujourd'hui on est quoi? On est en 2024, donc il y a près de 21 d'années que le mandat n'a pas été exécuté. Bon, il y a également le plus récent, le cas de Poutine. Il y a le plus récent aussi, le cas du président de la Fédération de la Russie, Poutine. Et bien sûr, lui, c'est pas vraiment un gars qui voyage beaucoup comme la plupart des autres présidents, mais en même temps, on se souviendra que l'été dernier, il était censé aller à une rencontre en Afrique du Sud, sur une rencontre des BRICS.
mais il a dû reporter sa rencontre parce que effectivement, il avait peur que l'Afrique du Sud ne mette en exécution son obligation de coopérer avec la Cour en procédant à son arrestation. Et Israël n'est pas membre de la Cour pénale internationale. Est-ce qu'il peut être contraint de coopérer avec cette Cour? Oui, Israël, comme certains de ses alliés d'ailleurs, n'est pas du tout membre au statut de la Cour pénale internationale. Mais ce qui a donné la compétence à la Cour, c'est que les crimes essentiellement ont été commis sur le territoire de la Palestine, et la Cour avait déjà établi à des fins à des fins de ces situations-là, elle avait déjà établi que la Palestine constitue un État, et la Palestine a par la suite accédé au statut de la Cour, ce qui donne la compétence à la Cour. Donc, sitôt que les mandats ont été émis, eh bien, tous les États partis doivent coopérer, mais aussi Israël sera obligé de coopérer. Mais on sait que dans la réalité, peut-être autre chose. Maintenant, que se passe-t-il si un État parti au statut de Rome refuse d'exécuter un mandat d'arrêt de la CPI? Ça c'est la partie la plus, que je dirais la partie, le maillon faible du problème de la CPI. Dans ce sens que lorsqu'un État n'exécute pas les les décisions judiciaires de la Cour, donc ça peut être un mandat d'arrêt, ça peut être un arrêt ou une autre décision de la Cour. Eh bien, là, ce qui va être fait, c'est que on peut saisir un organe, l'organe qu'on appelle l'Assemblée des États partis. Et l'Assemblée des États partis, c'est essentiellement l'organe délibératif par rapport à toutes les questions en rapport avec les questions autres que judiciaires, en rapport avec la CPI. Et c'est beaucoup plus un mécanisme qui va user de la diplomatie pour amener les autres États à coopérer. Mais sinon, la Cour peut constater l'absence de coopération. Et ça a été fait à plusieurs reprises dans le cas je pense, de la RDC, du Malawi et autres. Mais au bout du compte, on n'a pas vu de sanctions, vraiment comme de sanctions économiques ou politiques ou autres qui provenaient de cet organe-là qui est l'Assemblée des États partis. Le cas de Mohamed Deif est quand même particulier, professeur Manirakissa. Selon toute vraisemblance, il a été tué par l'armée israélienne. Pourquoi, selon vous, la CPI a-t-elle émis un mandat d'arrêt à son encontre malgré tout? Donc, la demande de mandat du procureur visait plusieurs autorités aussi du Hamas, les chefs politiques et ainsi de suite, mais il a été établi que deux des chefs politiques qui avaient été visés par le mandat sont décédés, et la Cour a dû, je pense, saisie par le procureur, la Cour a dit mettre fin aux poursuites par rapport à ces deux-là. Mais le troisième, qui est Mohamed Deif, eh bien, il y a plusieurs sources qui disent qu'il est décédé, et peut-être que la Cour n'a pas encore reçu une confirmation que effectivement la personne est décédée. Auquel cas, elle maintient sa décision, mais advenant qu'une information beaucoup plus concrète arrive à la Cour par rapport au décès de la personne, donc le procureur va demander un arrêt de procédure, ça c'est sûr. Venons-en maintenant, professeur Manirakissa, aux enjeux juridiques liés aux accusations de famine comme méthode de guerre portées contre les deux dirigeants israéliens. Oui, ça c'est une des chefs d'accusation qui pèse contre les deux dirigeants, M. Netanyahu et M. Gallant. D'abord, une chose qu'il faudrait préciser, c'est que
Mener une guerre en soi, mener un conflit armé n'est pas illégal. C'est pas criminel du tout, surtout dans le cadre de l'État d'Israël qui invoque la légitime défense. Mais néanmoins, on ne mène pas une guerre n'importe comment. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que euh, il y a des méthodes de combat, des méthodes de guerre qui ne sont pas du tout admises en droit international des conflits armés, communément appelé droit international humanitaire. Donc, une de ces méthodes de combat-là qui est prohibée en droit international, c'est de soumettre justement les populations civiles à ce genre de conditions-là où on affame carrément les individus, notamment en restreignant l'accès à de l'aide humanitaire, l'accès à de l'aide humanitaire, l'accès à des biens essentiels pour leur vie. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui c'est une accusation qui n'est pas souvent, qu'on ne voit pas souvent dans le cadre des crimes internationaux, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose. Comment la Cour pénale internationale, professeur Manirakissa, traite-t-elle les accusations de crimes sexuels comme celles portées contre le dirigeant militaire du Hamas? Oui, les accusations sexuelles, les accusations sexuelles font partie aussi des crimes portés contre ce dirigeant du Hamas, du mouvement Hamas. Euh, Ça, c'est, encore une fois, ça, c'est comme on le sait dans le contexte des conflits armés, euh, la violence sexuelle a pris de l'ampleur depuis quelques temps. Depuis quelques temps, ce qu'on a vu en ex-Yougoslavie, au Rwanda, en République démocratique du Congo, au point que le système judiciaire s'en est saisi dans le cas du Rwanda, dans le cas de l'ex-Yougoslavie et aujourd'hui dans le cas de la Cour pénale internationale. Donc encore une fois, c'est un bon pas dans la bonne direction pour montrer au monde que, en réalité, encore une fois, même si c'est dans le contexte de conflit armé, il y a des comportements, des conduites, et notamment ces conduites-là d'agression sexuelle qui ne sont pas du tout admises. Parlons maintenant, professeur Manirakissa, des réactions internationales enregistrées après la décision de la Cour pénale internationale. Comment interprétez-vous les réactions de rejet de la part de pays comme les États-Unis, un pays européen, la Hongrie de Viktor Orban? D'abord, par rapport aux États-Unis, deux choses. La première chose, essentiellement d'ordre politique, c'est que Israël est un allié de longue date et un allié inconditionnel aux États-Unis. Donc, c'est pas tout le temps que un ami va dire du mal à un autre ami. Donc, pour moi, je vois cette réaction de rejet de la part des États-Unis sous cet angle-là. Deuxièmement, une raison juridique aussi que je peux mettre de l'avant, c'est que les États-Unis ne sont pas partis au statut de la Cour pénale internationale. Donc, par voie de conséquence, ils ne sont pas du tout liés par aucune obligation de coopérer avec la Cour dans le contexte de la mise en œuvre ou de l'exécution de ces mandats-là qui ont été donnés. Est-ce que ces mandats d'arrêt pourraient compliquer les relations diplomatiques entre les États partis du statut de Rome et Israël? Ah, certainement, je pense que oui, dans ce sens que euh, je pense que je l'ai déjà dit, mais il faut que je le répète. Les États partis au statut de la Cour pénale internationale sont tenus par une obligation de coopérer avec la Cour dans l'exécution de ces décisions judiciaires, y compris bien sûr les mandats d'arrêt. Alors, dans ce cas, chaque État risque d'être mis devant ses responsabilités au cas où le Premier ministre ou l'ex-ministre de la Défense voyagerait dans ces États-là. Bien sûr, on a entendu plusieurs États dire que si Netanyahou mettait le pied ici, on va l'arrêter, mais cela reste à voir si dans la pratique cela va se faire. Pour terminer cet entretien, professeur Pacifique Manirakissa,
Ces mandats d'arrêt peuvent-ils être considérés comme une avancée vers la responsabilisation internationale dans le contexte des conflits armés à travers le monde? Absolument, absolument. Première chose, pour moi, ces mandats d'arrêt envoient un message que personne, si puissante soit-elle plutôt, n'est au-dessus de la loi. Et encore une fois, comme je l'ai dit, on peut déclencher un conflit armé, surtout quand on justifie le conflit armé comme étant un exercice de légitime défense, même si cela est peut-être, on peut discuter de ça. Mais en même temps, certaines façons de mener la guerre, comme affamer les populations civiles, comme attaquer des installations et des biens humanitaires, eh bien, cela c'est criminel. Donc, il y a certainement une avancée de ce côté-là. Une autre avancée que je pourrais mettre de l'avant, c'est une avancée d'ordre systémique, c'est-à-dire l'intégrité du système judiciaire de la CPI. Il y a quelque temps, la CPI était sous attaque par essentiellement les États du tiers-monde, les États en voie de développement, comme quoi elle avait été mise en place pour juger, pour poursuivre uniquement les crimes qui ont été commis par les gens du tiers-monde. Mais aujourd'hui, avec les différentes interventions de la Cour ici et là, en Russie et en Israël, cela va vraiment remonter le niveau de réputation, en tout cas le niveau de confiance des États envers la Cour, et cela c'est vraiment bon pour le système de justice pénale internationale. Ou bien pour voyer l'agent taxe tourner toujours dans Massachusetts, profiter période amnistie fiscale là. Payer l'agent taxe ou droit pour nous annuler pénalité, opportunité dans un temps limité ça, pas durer longtemps. Mais soulagement a durer, pas gain pénalité. Yon graine opportunité, rivé pour juste 30 décembre. Cherchez connaît si vous qualifiez et puis commencez demande amnistie fiscale ou jodi à même. Visitez mass.gov/taxhelp